Je repense aux parents qui nous suivent là, donc on est parti un peu sur le côté un peu macro, mais il est important aussi pour eux de comprendre les HPI vont être très fortement impactés par leur environnement. Les jeunes HPI sont ultra lucides de ce qu'il y a autour d'eux. Et encore plus qu'avant, on ne doit pas leur mentir. C'est-à-dire, on ne doit pas essayer de les enfermer dans un environnement qui serait une sorte de cocon bénéfique pour se grandir, etc. Oui, c'est bien jusqu'à un certain âge, mais très rapidement, moi, j'ai une fille qui a 12 ans, à 12 ans, elle a complètement compris comment fonctionne l'environnement. Je la protège encore, parce qu'il faut protéger les enfants, bien sûr, de la violence intrinsèque du monde. Mais c'est des enfants qui actuellement sont dans un monde, comme je disais, qui est liquide. Et Bauman disait, c'est un monde liquide. Il faut absolument les préparer à naviguer. Donc, mais il y a une chose, le sait, mieux c'est. Mais il y a une chose importante surtout et qu'on ne dit pas, c'est ne serait-ce que de rencontrer un adulte atypique, ça les rassure. C'est-à-dire un adulte qui est ni un parent, ni un enseignant, ni un psy, ça les rassure de dire « Ah bah tiens, ça ressemble à ça un adulte atypique ». Et si on parle un peu de nous, non pas en termes de modélisation, mais en termes de juste expérience de vie, ben, moi aussi j'ai vécu une adolescence d'HPI, moi aussi j'ai vécu des moments difficiles, etc. Et à l'âge que j'ai maintenant, voilà ce que ça donne que d'être atypique à mon âge. Et on peut être dans l'état dans lequel je suis, tu seras dans l'état dans lequel tu es, mais ça, c'est très important pour l'enfant, c'est extrêmement structurant que de lui dire, voilà à quoi ça ressemble un adulte que tu pourrais devenir. Rien que ça. Et ça, chez les HPI, ça a un impact très très fort, qu'on minimise tout le temps, on s'en rend absolument pas compte, et tu as raison. C'est modélisant à un point qu'il faut absolument penser à mettre nos gamins atypiques dans les mains d'adultes atypiques, sains, d'accord? Alors des gens qui sont sains, qui ont fait un travail sur eux et qui sont pas dans des projections ou dans des volontés avec les jeunes qui sont toxiques, mais il est important de les faire rencontrer des gens atypiques dans des associations, avec des coachs, etc. Je voudrais revenir juste sur cette histoire d'orientation parce que tu as mis le doigt sur quelque chose de très important en termes de fonctionnement du système éducatif. Moi, quand j'étais CPE, j'étais engagé évidemment dans l'éducation des jeunes, mais en tant que personnel de direction, j'avais l'obligation aussi de faire attention à l'orientation à la fin du collège. Et on sait que c'est une garde de triage très importante. Et très très rapidement, je me suis aperçu qu'on avait un gros problème sur l'orientation scolaire en France. Pour le faire simple, le logiciel de l'éducation nationale en termes d'orientation scolaire date du milieu du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on pense l'orientation scolaire comme on la pensait dans les années 60-70, c'est-à-dire il y a 50 ans maintenant. Et donc, il est nécessaire, quand on est parent, de hacker le système. Surtout quand on a un enfant atypique, c'est-à-dire de ne pas jouer le jeu de l'orientation scolaire tel que l'éducation nationale nous le présente. Pour faire rapidement, à la fin de la troisième, enfin dès la quatrième, mais dès la troisième, il va falloir orienter le jeune ou vers une filière générale et technologique ou vers une filière professionnelle. Bon. Et l'éducation nationale voit cette garde de triage comme étant essentielle pour la réussite de l'enfant. Je vais être un petit peu cru, mais c'est des foutaises. C'est surtout une volonté structurelle il y a des places, il n'y a pas de place, est-ce qu'il va réussir, il ne va pas réussir, etc. Bon. Pour un enfant qui est atypique, la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme tu disais, elle est ou à la fois possible ou totalement hors de propos et absurde. Et on est dans un monde qui est tellement liquide maintenant que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ça n'a pas de sens. D'accord? Et je pense toujours à cette fameuse citation qu'on attribue à John Lennon, à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et qui répond je veux être heureux. Et la personne lui dit mais t'as pas compris la question. Et John Lennon répond ben, vous n'avez pas compris la vie. Et pour moi, c'est tout à fait ça, une orientation scolaire d'atypique. L'objectif, c'est d'être heureux.
peu importe ce qu'on va faire de notre vie, mais déjà, c'est pas gagné d'avance d'être heureux dans un monde typique. Donc, si au moins le système scolaire pouvait donner aux jeunes atypiques les outils, les repères pour que plus tard, en tant qu'adulte, ça roule un petit peu plus et on puisse naviguer dans ce monde qui est fait de tempêtes et de calme plat parfois, ça serait déjà pas mal. Donc, qu'on arrête de dire aux enfants quel métier tu veux faire, mais on continue parce que le logiciel est obsolète et on continue sur ce logiciel-là. Mais quand on est parent et qu'on a conscience du caractère atypique de son enfant, on peut hacker le système. Et moi, j'aide les parents à hacker le système en termes d'orientation. D'abord parce que, un enfant qui est atypique, il va avoir des capacités d'absorption, il va apprendre tout au long de sa vie, donc c'est pas la peine de le mettre sur une filière professionnalisante qui va lui fermer des portes, sauf si son projet professionnel passe par un lycée professionnel, bien entendu. Mais la plupart du temps, moins vous fermez les portes et plus ça va aller pour l'enfant après, d'accord? Donc, complètement forcer, mettre le pied dans la porte vers des enseignements généraux ou techniques à la rigueur, mais ne pas laisser son enfant partir vers une filière professionnelle qui va fermer complètement son horizon professionnel. Et ça, c'est compliqué puisque les jeunes atypiques ont tendance à abandonner l'ambition scolaire aux alentours de la 5e et de la 4e. Et donc, les résultats chutent, l'engagement scolaire est très faible, ils sont en sous-performance chronique et le système ne réagit pas du tout bien à ça en disant c'est un enfant, il va falloir une filière courte pour le diplômer rapidement. C'est une erreur majeure, stratégique, c'est presque de la faute éducative à mes yeux. Et les parents sont les seuls à pouvoir contrebalancer ce risque-là pour le jeune. Donc, l'orientation scolaire, c'est encore un sujet qui est très, très important pour les jeunes atypiques à mes yeux. Franck, quand tu dis hacker scolaire ou quand tu dis les parents peuvent contrebalancer, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le dialogue, parce que l'orientation, c'est pas une fatalité. Le dialogue, l'éducation scolaire, l'orientation scolaire en France, c'est une procédure de dialogue. Je vais résumer très rapidement. Pendant l'année de 3e, les parents reçoivent ce qu'on appelle une fiche navette qui leur demande qu'est-ce qu'on fait de votre enfant à la fin de la 3e, pour faire rapidement. Dès le conseil de classe du second trimestre, les parents disent ce qu'ils en pensent, le conseil de classe va donner son avis. Si l'avis est conforme, tant mieux. On part vers ça. Si l'avis est contradictoire, il va falloir en dialoguer, en parler. Le 3e trimestre se termine, le conseil de classe de 3e trimestre a lieu, et si jamais il y a un désaccord entre ce que dit le conseil de classe et ce que disent les parents, le chef d'établissement a l'obligation de rencontrer les parents. C'est là qu'il faut mettre le pied dans la porte. C'est là qu'il faut dire en tête-à-tête dans l'entretien avec le personnel de direction, avec le principal ou la principale, non, nous donnons sa chance à notre enfant, même si vous considérez qu'il n'a pas forcément toutes les méthodes, etc. Il a un profil que nous connaissons, qui a été travaillé avec des professionnels et qui, eux, considèrent que son meilleur avenir est dans une voie générale et technologique. D'accord? Mais c'est ce moment-là, avec le principal, où vous pouvez rentrer complètement dans le logiciel en disant c'est non. Et vous pouvez tenir. D'accord? Et il y a une procédure qu'on appelle une procédure en appel. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec le chef d'établissement, d'accord, vous passez devant un comité d'orientation en appel où il y a des professionnels, il y a un inspecteur de l'orientation, moi j'en ai fait partie plusieurs fois, où là vous défendez votre cas véritablement en disant pourquoi vous souhaitez que l'enfant passe plutôt en général. Et sans vouloir m'avancer, dans la majorité des cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en compte. D'accord? Et le chef d'établissement a une voix qui est minime. D'accord? Donc, il ne reste pas le seul décisionnaire. Donc, pour refaire le résumé, vous avez l'occasion, dans la discussion avec le principal ou la principale de votre collège au moment de l'orientation, de dire que vous n'êtes pas d'accord et d'argumenter pourquoi. Et si, in fine, le désaccord persiste, vous passerez en procédure d'appel où vous pourrez aussi défendre votre cas. Donc, pour un enfant atypique, il faut absolument jamais baisser les bras si l'orientation demandée n'est pas acceptée par l'établissement. Ne baissez pas les bras, il en va de l'avenir
de bien-être scolaire et même après du bien-être professionnel et donc du bonheur de votre enfant, à ce moment-là, c'est essentiel. Voilà. Et je suis ravi de pouvoir l'expliquer là dans cet espace de dialogue parce que c'est un moment très important qui parfois produit aussi beaucoup de désespoir scolaire chez les jeunes lycéens qui sont enfermés dans des filières qui ne leur correspondent pas du tout. On gâche un potentiel immense par cette histoire de procédure d'orientation ratée. Mais ça veut dire que pour les parents, faut quand même monter un argumentaire qui soit blindé. Si les parents disent que leurs enfants sont atypiques et qu'il n'y a pas de test pour prouver ça. Il y a des signaux. D'accord? Si les parents disent qu'il est atypique, c'est qu'ils s'appuient sur des signaux. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la scolarité. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le comportement. Et c'est là où j'aime beaucoup l'approche américaine et canadienne du haut potentiel. C'est que le haut potentiel, ça n'est pas un HQI, comme tu le disais, c'est un parcours de vie, c'est des réalisations, c'est des comportements, d'accord? Oui. Et en France, on n'est pas du tout là-dedans parce qu'on focalise à mort sur le test de QI. Le HPI, c'est un parcours de vie, c'est un comportement, c'est holistique. D'accord? C'est toute la personnalité, plus son environnement. On va pas rentrer dans les anneaux de Renzulli ici, mais c'est vraiment ça, l'idée. C'est que c'est une personnalité qui est holistique. Et donc, quand vous avez un enfant atypique, vous n'avez pas fait de détection de QI, peu importe, mais vous avez des comportements à mettre en face. En disant, bah, regardez, par exemple, il a fait du décrochage scolaire pendant 3 semaines, pendant 6 semaines, il est revenu, il avait les notes qui étaient au taquet. Comment vous l'expliquez ça en tant que professionnel, vous voyez? Ça, il faut le construire. C'est effectivement ce qu'explique Marianne. On est plus dans la psychologie du développement que d'un Polaroid. D'ailleurs, elle expliquait ça. C'est pour les gens que je sais plus. Je crois que ce sont des études américaines, mais dans toutes les études, parce qu'elle fait un gros travail de recherche scientifique, que le professionnel, c'est 40% d'impact sur le résultat d'un test de QI. Le professionnel, 40% d'impact. Donc faut pas oublier ça. Évidemment, ça stigmatise un peu les professionnels, mais ils sont en même temps co-responsables. Comme je dis souvent, un test, ça parle pas, hein. Même sous la torture, un test, ça ne parle pas. Il y a que un être humain qui parle derrière, qui est un professionnel. Et il y en a qui travaillent bien aussi. Donc c'est bien de travailler en psychologie du développement sur, mais ça veut dire que il faut faire monter en compétence les parents pour avoir ce type d'argumentaire. Et Absolument. si par malheur, les parents sont pas HPI, que par malheur, les parents sont séparés, ce qui est assez fréquent, et que la maman se retrouve toute seule, ce qui est assez fréquent, mais c'est pas toujours le cas, et qu'elle n'est pas concernée, qu'elle se sent démunie. En fait, ça vient faire écho en rétro-boucle sur son histoire de sa personne, de sa défaillance, de ses échecs, et tous ces trucs de merde malheureux, mais effectivement le cas. Donc c'est là que c'est aussi important d'avoir des professionnels comme toi, ou comme moi, ou comme d'autres, peu importe pour autant qu'ils bossent bien, pour avoir un étayage structurant et structurel, pour avoir des propos qui soient aussi digestes et acceptables par les équipes et les professionnels en face, comme moi je l'ai avec des entreprises ou des psys ou des médecins ou des psychiatres, ou enfin avec des professionnels des ressources humaines ou de santé ou dans les entreprises. Beaucoup, quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 15 ans, qui me disaient, mais on n'a jamais trouvé quelqu'un qui nous amène du matériau et des arguments opératoires. Ça peut pas être le champ de la plainte. C'est pas le mur des Non. lamentations, c'est pas acceptable. C'est pas Non. les alcooliques anonymes, c'est pas acceptable. Donc, il y a quand même un boulot pour les parents où on présente pas les choses n'importe comment. Il faut Ouais. vraiment étayer ça d'éléments opératoires, factuels, concrets. C'est pas gagné quand tu as le ventre en feu. Ouais, mais moi je pense on a une grande responsabilité, des gens comme toi, moi et nos autres collègues. C'est on, on, on a vécu en France, allez, on va dire 60 ans d'hiver sur le HPI. On est sorti un tout petit peu grâce à Jean-Charles Terrassier à la fin des années 70, où il a réussi à mettre le sujet des enfants surdoués sur la table, mais du versant pathologique. Et donc, on subit aussi un petit peu ça. Mais
pour parler très clairement, quand on regarde l'histoire du HPI dans le monde, hein, parce que le HPI, ça existe depuis la Grèce antique. Hein. Du HQI, tu veux dire? Oui, du HQI ou même le HPI. Enfin, il n'y avait pas de Il y HQI a les 2. pendant Socrate. Hein. Oui, oui, bien, je suis d'accord. Mais on est toujours dans la confusion Oui, des 2 typologies de population, qui fait que, tantôt on parle de l'un, tantôt on parle de l'autre, hum, sans nommer les typologies de population. Et en plus, pour faciliter les choses, il y en a qui sont hybrides, qui sont et hum, HPI et HQ. hum. Et c'est pour ça Oui, qu'il y a du débat, mais on pourrait supprimer 3/4 des débats juste si en on France, rajoutait cette carte-là. absolument. Mais pour reprendre, on trimballe avec nous un boulet psychologique qui nous empêche de réfléchir sereinement, qui est l'égalitarisme en France. Oui, C'est-à-dire c'est un qu'il système y a, soviétique. On est dans un pays soviétique. Pardon, hein, on va ouais, gagner du. bon. Je prends, En fait, j'y vais un peu à la hache. si on regarde, on est quand même traumatisé par la Seconde Guerre mondiale et par l'eugénisme nazi. Et donc, le monde qui s'ouvre dans les années 50 et 60 refuse totalement toutes les thèses sur la personnalité ou sur les profils qui favoriseraient un nouvel eugénisme. Et le HPI, je veux dire, le haut potentiel, quel qu'on l'appelle, je veux dire, le fait d'avoir du potentiel, des capacités cognitives ou un potentiel créatif, etc., vient chatouiller complètement cette crainte de l'eugénisme dans la, dans l'imaginaire politique et sociologique de notre civilisation. Donc, on est dans cette période-là où il faut surtout pas parler de ce qui pourrait faire des différences entre les gens et notamment provoquer de nouveau un élitisme mortifère au sein de notre civilisation. Mais en fait, on est pollué par ça de façon idiote. Parce que la Oui, volonté, c'est la compréhension des gens, c'est pas de créer des sociétés supérieures. Il n'y a pas de race supérieure parce qu'il y a des gens qui ont du haut potentiel. Au contraire, pour moi, c'est des pépites qu'on devrait injecter dans la société et injecter dans les entreprises parce que c'est des activateurs de performance phénoménaux. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais on est encore dans cette période-là où on a peur de l'élitisme à la française. D'accord. Et on est dans un égalitarisme. Bon. Heureusement, on est peut-être tout doucement en train de sortir de ça dans le sujet de l'inclusion. D'accord. Il faut faire entrer le haut potentiel, le HQI, le HPI, tout ça, la douance, dans le débat sur l'inclusion hors pathologie. Parce que ça, c'est très important aussi. Et hors des pathologie. gens, voilà, des professionnels comme toi et moi, on a une grande responsabilité. On s'en parlait hors micro. C'est une mission. On a une mission de vulgarisation, c'est-à-dire d'information, d'éducation de la population. Alors, de la population tout entière peut-être si on peut, mais au moins des gens concernés. Il faut qu'on mette en œuvre des outils de vulgarisation. Toi, avec ta chaîne YouTube, et bravo pour tout ce que tu fais vraiment, et je suis ravi d'être là, avec des podcasts, avec tous les articles LinkedIn qu'on peut mettre en ligne. On a besoin en fait de faire connaître ce sujet de façon apaisée, de façon sereine, parce que les parents vont absorber complètement ça. Et notre première mission, c'est une fois on nous laissera faire, parce qu'on en a des briseurs de potentiel, hein, on a des détracteurs idiots tout le temps, on a des trolls, on a des gens haineux face à nous, mais ça va un petit peu mieux, et dès que l'horizon va s'éclaircir un tout petit peu, la mission numéro un, c'est de mettre à disposition publique toutes les informations nécessaires pour sortir de ce brouillard, sortir de cet hiver en fait glacé sur le Oui, profil du haut potentiel. Et, on est absolument d'accord, Fabrice, sur le fait que dès que les parents vont commencer à avoir des informations et vont s'auto-éduquer, là, on va pouvoir faire un travail sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant atypique et sortir même du, du test de QI qui est si important parce que, en fait, il crée beaucoup d'incompréhension et il fait aussi beaucoup de dégâts. oui. Juste, mais je le mettrai sur la chaîne. Vous m'avez invité avec Christine pour pour une interview, donc on pourra le compléter dans les ressources. Et Oui, je mets aussi l'intervention que j'avais fait à la SF Coach.
sur l'accompagnement. Et je voudrais dire une chose qui est aussi importante, c'est que il s'agit pas de faire du ségrégationnisme, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait pour la neurodiversité, les gens qui sont différents, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Évidemment que n'importe quel enfant peut bénéficier de ces dispositifs, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être surdoué pour être singulier ou décalé. On peut prendre les intelligences multiples de Howard Gardner. Ça ne caractérise pas les surdoués, au cas où il y a des gens qui douteraient de ça. Mais pour autant, si on enlève ça comme quelque chose qui caractériserait les surdoués, ce qui n'est absolument pas le cas, ça donne des formes d'intelligence singulières qui concernent tout le monde. Et les intelligences de Gardner sont tout à fait intéressantes pour donner de la valeur aux gens et de la valeur aux enfants, indépendamment d'être atypique ou surdoué. Donc, on peut avoir d'autres formes de singularité. Moi, je trouve des gens neurotypiques plus intelligents que certains surdoués, en fait. Une autre chose aussi, c'est pas parce qu'on est surdoué qu'on est gentil et parfait, pas du tout, hein. Il y a Ah des non. tordus, il y a des pervers, il y a des manipulateurs. Ça ne relève pas de la douance. Ça relève d'autres choses. Mm. Ça fait pas partie de la cartographie de la douance, mais Non. pour des gens qui rêveraient un peu, ça c'est pour les histoires de couple aussi ou autre chose, c'est pas parce que quelqu'un a plus de 130 qu'il est parfait, pas du tout. Il peut être tordu et manipulateur comme dans tous les mondes. Ça le rendra encore plus performant, ça le rendra encore plus dangereux. Et il y a aussi des pervers dans ce monde-là, mais pas du fait de la douance, du fait que ça peut concerner tout le monde, HPI ou pas. J'essaie de ramener des nuances un peu partout, mais le travail qui est fait pour des gens qui sont différents, c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est-à-dire prendre en compte des singularités, des formes de dons, indépendamment de QI, des formes de dons que plein de gens peuvent avoir. Moi, j'ai plein d'amis qui sont pas atypiques, qui sont pas HQI et qui ont des dons magnifiques, magnifiques, et qui ont des formes d'intelligence magnifiques. Mais s'il n'y a pas un jeu d'ego, parce que, en gros, le bordel dans tout ça, c'est l'ego. Mm. C'est l'ego. C'est ce putain d'ego qui vient faire chier tout le monde et qui donne prétexte à tout et n'importe quoi dans les discours. Pardon, mais c'est quand même horrible s'il y avait un peu plus de respect, de, de bienveillance, même s'il y en a de véritable bienveillance, c'est pas de trucs Mm. de surface ou d'altruisme. Bah, ça serait différent. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à faire le bien ou est-ce qu'on cherche à faire le mal? C'est quand même une question structurante et structurelle depuis un certain nombre de siècles. Par les temps qui courent, on est passé plutôt après le siècle des Lumières, dans le siècle des ténèbres. Donc, Ouais. évidemment que les atypiques, mais on peut voir aussi les autistes qui peuvent être un peu plus démunis, mais un peu plus pour eux, font symptôme de cette société qui s'effondre. Mais comme toute chose qui s'effondre, ça va créer une renaissance. Mm. Ça s'appelle une apocalypse, hein, c'est la fin d'un temps. Il y a aussi un sentiment d'épiphanie, ça veut dire aussi une révélation, mais c'est quand même plus sympa, surtout que là on y arrive sur l'épiphanie. Donc l'épiphanie, le sentiment d'épiphanie, allez voir pour les gens qui connaissent pas ça, c'est une espèce de révélation, c'est la dernière partie du puzzle pour refaire le kaléidoscope. C'est de ça dont ont besoin des atypiques. Ils n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont besoin d'avoir toute l'image de l'épiphanie, c'est waouh, ça y est, j'ai compris. Mais j'ai compris pour trouver des solutions, pour corriger ma vie, pour m'adapter. T'as des enfants, t'as dû avoir l'expérience, et moi j'ai eu, ils sont dans la merde, ils sont en situation absolument terrible, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils ont fleuri, ils ont trouvé leur route, et ils foncent. Et ils foncent, et ils sont méconnaissables. Oui, c'est extraordinaire. En fait, le mot-clé, c'est l'enrichissement collectif. C'est-à-dire pas l'enrichissement pécuniaire, hein, comme on voudrait nous faire croire dans ce monde ultra capitalisé. C'est on doit ouvrir une période dans la civilisation humaine qui est un enrichissement social, enrichissement émotionnel, enrichissement humain. Et on arrive à un point on retourne peut-être à un point de connaissance de l'être humain qui ouvre des perspectives où on peut s'enrichir par notre diversité, mais à un point réel.
pour avoir, quand on va, si vous faites l'expérience d'aller au Québec, si vous faites l'expérience d'aller dans les pays nordiques, vous allez ressentir, et il y a d'autres endroits, hein, par exemple la Corée du Sud, je suis allé en Corée du Sud récemment, bon, les conditions de civilisation sont totalement différentes, mais on sent qu'il y a une forme d'appartenance à une société qui est absolument surprenant, parce qu'on n'imagine pas, nous, de notre côté du globe, mais c'est le moment pour notre civilisation de passer ce cap de la mise en commun humaine et de s'apercevoir que nous ne sommes pas une espèce homogène. Au contraire, nous sommes une espèce excessivement hétérogène, excessivement diverse. Et c'est notre diversité qui fait notre force, en fait. Et donc, on est en train de découvrir toutes les spécificités de cette espèce et je pense qu'on va en découvrir des milliers dans les années qui viennent. Et nous sommes spécialisés sur une spécificité. Voilà. Et notre credo, c'est cette spécificité a des choses à dire à l'ensemble de l'espèce, à l'ensemble de l'humanité. Nous sommes en fait des citoyens de l'univers, nous sommes des citoyens d'une humanité. Et les personnes qui sont comme nous avec ce profil-là ont un rôle à jouer, comme tous les autres, hein, comme tous les autres profils atypiques. On a un rôle à jouer, puis il faut nous laisser jouer ce rôle. Et le rôle, c'est pas de prendre le contrôle de l'humanité, c'est d'apporter justement quelles sont nos forces, parce que si la nature nous a créés comme tels, si c'est une anomalie naturelle ou si c'est en fait du darwinisme, on ne sait pas. Mais en tout cas, on existe. Et si on existe dans la nature, c'est toujours pour une bonne raison. La nature ne fait pas rien au hasard, à mes yeux. Donc, on a quelque chose à apporter. Il faut nous laisser apporter ce que la nature nous a donné dans le grand chantier de l'humanité. Et pour moi, on est véritablement au début de ça. Quand tu parles de l'épiphanie au niveau individuel, chaque personne qui découvre son atypicité avec un minimum d'information a ce sentiment d'épiphanie. C'est-à-dire, c'est une nouvelle naissance. Moi, je dis, les atypiques naissent deux fois. Une fois biologiquement et une fois psychologiquement. Et donc, il y a cette épiphanie individuelle. Mais je pense que notre civilisation pourra arriver aussi à une forme d'épiphanie humaine où on va cesser, en fait, de se regarder comme des adversaires et on va s'apercevoir qu'on vivra mieux si on met en commun nos forces. Alors, ça fait un peu utopique, ça fait un peu gourou, mais nous, notre société française, on a 60 ans de retard sur d'autres sociétés occidentales, mais il y a un tel travail à faire et je pense qu'il faut regarder la typicité et notamment tout ce qui est du champ du haut potentiel comme des catalyseurs. C'est des catalyseurs d'humanité. C'est parce qu'on est différent qu'on est riche, d'accord ? Et on voit bien les autres espèces animales, elles s'en sortent bien justement parce qu'il y a de la diversité à l'intérieur et qu'il y a une forme de collaboration qui se met en œuvre. Et pas cette espèce d'affrontement ou de regard en chien de faïence permanent en ayant peur de l'autre. C'est-à-dire, si on a peur de l'autre, c'est qu'on a un problème avec soi-même. Et donc, il faut qu'on s'ouvre complètement. Et ça me fait penser, en fait, quand tu en parlais, pourquoi j'en suis venu à ça, c'est qu'on est à un moment où on appelle les 15-30 ans la génération Z. Bon, on est au bout de l'alphabet, hein, génération Z. Et cette génération, elle a quelque chose d'un petit peu surprenant. Nous, avec Christine, on travaille aussi sur ça. On est pionniers sur l'approche de la génération Z, mais il y a tellement de points communs avec les hauts potentiels parce que la génération Z montre des signes d'acclimatation, d'adaptation à un environnement qui s'est transformé dans les 30 dernières années. Ils sont très, très différents et c'est ça qui crée un peu des chocs générationnels. Mais la génération Z a cette ouverture pour tous les profils LGBTQIA et tout ce qui est aussi la nature et l'inclusion des profils atypiques, qui fait que les HPI et la génération Z ont beaucoup de choses en commun. Et alors, est-ce que ça serait pas le signal que notre civilisation, ou au moins notre société française, atteint un niveau où elle va peut-être pouvoir s'enrichir de sa propre diversité? Voilà. Et dans le travail que nous faisons tous ensemble, pour ma part, je suis véritablement sur ça, accueillir le plus les parents pour les informer, pour leur donner des modules opératoires pour éviter de rentrer dans des impasses ou dans des pièges
structurelle avec l'éducation nationale, de ne pas rentrer dans cette espèce de cynisme absolument morbide de la peur les uns des autres, et faire écho, faire résonner en fait leurs jeunes avec la réalité d'un monde qui a besoin de ces profils-là. Voilà. Et donc c'est très important et on se rejoint totalement sur ça. Je pense que cette période s'ouvre et que on a besoin d'aller vers ça. Effectivement, j'avais déjà parlé de la génération Z en disant que j'avais beaucoup d'espoir dans les nouvelles générations, où j'ai fait des interventions d'entreprise sur les générations Z. C'est-à-dire que vu de loin, elles ressemblent à des atypiques. Elles font chier tout le monde, elles remettent tout en question, elles ont des intelligences sociales et relationnelles. Elles font, moi, l'école de management, j'avais des séminaires sur comment ça s'appelle, les slashers. Les slashers, c'est à plein de neurotypiques qui sont des slashers dans les nouvelles générations, c'est-à-dire qu'ils font 2 ou 3 métiers. Mais pour autant, ils sont pas HPI. Donc cette nouvelle génération, Z, elle est dotée de loin de caractéristiques qui sont très proches des HPI, socialement, qui font que d'ailleurs les HPI peuvent être des bons managers pour cette génération qui requiert de temps en temps un peu de leur botter le cul et de leur faire des gros bisous parce ils ont besoin de reconnaissance avérée qu'en plus ils ont été maltraités pendant le confinement, donc de manière respectueuse, tout en leur donnant des modèles ou des soutiens éducationnels avec une forme de complicité. Je pense qu'il peut y avoir des formes de complicité entre les générations Z et les atypiques adultes, et que je suis curieux de voir comment tout ça va devenir, c'est-à-dire comment ils vont transformer cette société. J'ai vu ça dans les hôpitaux, dans les entreprises, ces nouvelles générations, elles remettent tout en question, elles requestionnent tout, où j'avais vu, mais depuis ces dernières années, des aides qui arrivent en disant chef, il y a un an, tu m'avais dit ça, tu me le donnes pas, je me casse. Et puis, des neurotypiques Z, hein. C'est-à-dire des comportements qu'on peut avoir. Et il y a 15 ans, tu avais le DRH Europe de L'Oréal, ouais, facile 15 ans, qui avait fait une vidéo sur Internet sur comment on manage ces gens-là. Moi, je l'avais fait pour la SNCF. Parce qu'ils sont pas obéissants, ils ont des règles du jeu qui sont disruptives. À la SNCF, j'avais des managers trentenaires, 35 ans, qui me disaient, c'est quoi ces trucs-là? On n'a pas le même âge, mais c'est plus qu'une question d'âge. C'est une rupture générationnelle. Et ben, je leur ai dit, ils vont vous obliger à être plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils vous font des trucs qui passent par les interstices, qui vous obligent, vous, à monter en collaboration managériale, parce qu'ils passent dans toutes les failles. Et on parle pas de HPI, hein, on parle de génération Z. C'est très, très intéressant ce qu'amène ça. Et je suis curieux. Alors, ils ont été furieusement maltraités parce qu'on trouve aussi beaucoup de gens suicidaires dans les nouvelles générations, de ce qu'on a fait d'eux pendant 2 ou 3 ans, là, de confinement, parce que c'est quand même pas le meilleur moment pour se faire enfermer. Enfin, il y en a pas, hein, mais surtout pas à cet âge-là. C'est un vrai sujet vraiment intéressant, je trouve, au niveau sociologique et politique. Mais l'impression que donne la génération Z, c'est de nous montrer, et si les HPI avaient voix au chapitre, étaient nombreux, par exemple, d'accord, parce qu'on sait que les générations Z, ils sont 36% dans la vie active actuellement. Si les HPI représentaient 36% de la vie active avec leur comportement, ça donnerait des choses pareilles. Et c'est très intéressant, justement, parce que moi, je fais un parallèle entre eux. Comment réagit le monde avec des gens qui sont disruptifs? Et les générations Z sont disruptifs et les HPI sont disruptifs. Et donc, si on considère que la génération Z va avoir la bonne approche pour attaquer tous les défis civilisationnels qui nous attendent et le monde tel qu'il est construit maintenant, alors les HPI aussi sont particulièrement bien équipés. Et moi, je fais le parallèle très rapide sur ça, c'est que les HPI sont véritablement des pépites à introduire à l'intérieur des moteurs professionnels. Au même titre que la génération Z va réussir à faire son chemin à l'intérieur des entreprises. Une fois que toute la génération X, là, tous les 65 ans vont partir d'ici 10 ans, la génération Z va commencer à rentrer dans les sillons. Et là, on va voir un petit peu si la société change, si les entreprises changent. Mais les HPI, pour moi, sont
avec les mêmes enjeux. En fait, ils sont déjà rentrés dans tout ce qui est start-up, Oui. dans le digital, dans la tech. Moi, j'ai pas mal accompagné, où tu trouves à la fois des aides, tu trouves des atypiques, HPI, tu trouves des autistes, surtout dans le digital. Et en fait, leur côté disruptif, il est rentré sur la création d'entreprises, sur des formes de création d'entreprises, sur la Silicon Valley, mais c'est un peu bougé en Inde ou dans d'autres endroits. Et là, tu trouves des piou-piou qui sont des machines de guerre magnifiques, où tu peux avoir autant des aides surdouées ou pas, HQI ou pas, HPI ou pas, mais en tout cas avec des formes de créativité et d'innovation. Bon, après, ça peut créer. Moi, j'ai des patrons comme ça de start-up qui sont venus me chercher parce qu'il y avait tellement de chevaux sauvages que ça foutait le bordel dans la gestion de la boîte. Et gérer une boîte avec que des chevaux sauvages, avec une très faible pyramide des âges, ça craint. Et donc j'en ai accompagné plusieurs et il y en a qui se plantaient parce qu'ils pensaient qu'en mettant que des aides et des surdoués ensemble, ça marcherait. Ah ben non, 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 pas du tout. Non, non, pas forcément. C'est-à-dire tu mets des centrales nucléaires avec des centrales nucléaires et de la nitroglycérine, c'est risqué. Donc il y a des ombres comme ça, surtout dans les mondes organisationnels, où tu fais des levées de fonds. J'ai vu des boîtes qui se plantent sur les levées de fonds. Enfin voilà, on est venu me chercher pour sécuriser les levées de fonds sur la gouvernance. Les enjeux, ils coûtent très cher. Très très Mais cher. Avec ce ouais. monde-là. Je repense aux parents qui nous suivent là, donc on est parti un peu sur le côté un peu macro, mais il est important aussi pour eux de comprendre, les HPI vont être très fortement impactés par leur environnement. Les jeunes HPI sont ultra lucides de ce qu'il y a autour d'eux. Et encore plus qu'avant, on ne doit pas leur mentir. C'est-à-dire, on ne doit pas essayer de les enfermer dans un environnement qui serait une sorte de cocon bénéfique pour se grandir, etc. Oui, c'est bien jusqu'à un certain âge, mais très rapidement, moi, j'ai une fille qui a 12 ans, enfin, à 12 ans, elle a complètement compris comment fonctionne l'environnement. Je la protège encore, hein, parce qu'il faut protéger les enfants, bien sûr, de la violence intrinsèque du monde. Mais c'est des enfants qui actuellement sont dans un monde, comme je disais, qui est liquide. Et Bauman disait, c'est un monde liquide. Il faut absolument les préparer à naviguer. Et la génération Z se prépare à naviguer malgré ce qu'on a pu leur enseigner dans le système éducatif, qui lui, par contre, est dans un monde extrêmement solide, n'a toujours pas fait la transformation en grande partie. Mais les jeunes HPI, ils sont dans un environnement qui est extrêmement liquide. Et je pense que non seulement il est liquide, mais devant, c'est les tempêtes qui s'annoncent, hein, et pas que les tempêtes comme à Mayotte, les tempêtes idéologiques, les tempêtes économiques, les tempêtes sociologiques, civilisationnelles. Il faut les aider à apprendre à naviguer. Et les parents, voir ce monde en fait d'un côté un petit peu macro, parce que vous en avez la capacité aussi, et que si vous prenez le temps de discuter avec eux, vous allez vous rendre compte que ils ont un avis sur ça et qu'ils ont besoin aussi d'en débattre avec vous et d'en débattre avec des adultes. C'est aussi leur rendre service, c'est aussi les aider à s'éduquer et c'est aussi les aider à diminuer ce niveau d'angoisse qui est celui des jeunes HPI, parce que tout est fait pour que les jeunes HPI soient angoissés. Ce décalage dès la naissance, cette incapacité à se faire des amis, alors on est censé avoir des amis, beaucoup d'amis, être constamment en tribu, hein, cette difficulté scolaire, ce regard que portent les autres sur nous, cette peur du rejet qui est permanente, et on reprendra le temps de parler du rejet dans notre interview. Et il y a un niveau d'angoisse qui est très élevé. Et je pense qu'il faut aussi leur offrir des perspectives d'analyse macro au niveau de notre civilisation, parce que ça va faire diminuer leur niveau d'angoisse sur mais pourquoi moi je pense ça, en fait, j'ai que des idées noires ou j'ai que des idées mauvaises, etc. Non, le monde vous oblige à être extrêmement lucide et nous sommes aussi extrêmement lucides, mais on peut partager avec vous nos points de vue. Parce que nous aussi, on se pose des questions. Nous aussi, on a des angoisses, pas existentielles forcément, mais des angoisses vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? On est dans un monde qui nous pose des grands défis
au niveau de nos civilisations. Donc, la discussion qu'on a ensemble en termes de poste, de positionnement professionnel, en termes de génération Z, parce que c'est une génération aussi qui joue avec des codes qui sont différents, et tant mieux, parce qu'il était temps qu'on change les logiciels. C'est aussi une discussion que les familles peuvent entendre et peuvent assumer d'avoir. D'accord? Parce que vos enfants qui ont 12, 13 ans, vous les voyez comme des enfants, parce qu'ils ont 12, 13 ans, mais n'oubliez pas que dans leur cerveau, il y a quand même un cerveau qui fonctionne à haut régime parfois, et qu'ils ont de l'avance. Ils sont capables de comprendre des abstractions et des concepts civilisationnels que vous pouvez échanger avec eux. Et au contraire, vous allez voir, c'est magique d'avoir des discussions sur l'avenir de la société. Et il ne faut pas penser que la jeune génération n'est pas politisée. Elle est politisée, mais pas avec les structures politiques qui sont celles de notre génération à nous. Ils sont politisés, ils sont capables d'avoir une réflexion politique qui vienne nous chercher dans nos idéologies, dans nos fondements. Donc, en termes de parentalité, moi, je conseille aussi fortement aux parents d'ouvrir le champ des discussions et de ne pas se cantonner à ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des enfants. C'est des enfants plus, c'est des enfants augmentés. Ils sont capables d'avoir des discussions avec vous. Donc, au niveau opérationnel, il n'y a pas que les astuces, les outils, l'accompagnement, le coaching. De toute façon, moi, enfin, on rejoint l'approche de Marianne Bélanger, hein, qui est que le parent, c'est la clé. Le parent, Oui. c'est la clé. Voilà. C'est le parent qui détient la clé de l'épanouissement psychologique et éducatif du jeune atypique. Quand bien même il se sent un peu limité et défaillant. Ce que tu viens de dire, j'ai souvent eu ça avec des parents qui me posaient des questions sur leur enfant et je leur disais: «Mais vous leur avez demandé à votre enfant ce qu'il en pense?» Exactement. Et très souvent, ils me disent: «Non». Ben, je lui dis: «Je vous garantis qu'il a un avis sur la question». Et quand je les ai moi, s'ils sont trop jeunes, je les vois avec les parents et je fais que du digital comme toi, on pourra revenir, je trouve ça plus intéressant. Mais j'ai les parents et s'ils sont séparés, je veux avoir les 2 parents. Même s'ils sont séparés, ce sont les parents avec l'enfant et ça change tout et en fait, si on consulte l'enfant, il répond. Bon, des fois, il faut un peu aller le chercher parce que ce qui peut s'être passé, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a abandonné le fait de parler et d'échanger. J'avais eu une fois un enfant qui parlait plus, ce que moi j'ai fait à un moment de ma vie. Je continue à faire si tu veux parce que je suis tout je suis dans le grand désarroi du monde ordinaire. Mais un enfant, la mère me dit: «Il parle plus». J'ai dit: «Amenez-le, il va parler». Bah, là, j'avais eu en présentiel quand je le faisais encore, mais j'ai dit: «Surtout, vous venez tous les 2». Et le gamin, je lui dis: «Si tu veux», je crois que j'ai dû en parler déjà. «Si tu veux, je te dis pourquoi tu parles pas et tu me dis si j'ai raison ou si j'ai tort». Donc je lui explique, je lui dis: «En fait, tu as tenté plein de choses avec ton père, avec ta mère et en fait, tu as plus d'espoir, donc tu fais de l'économie d'énergie, tu parles pas». Il me dit: «Oui, c'est ça». Bah, je dis: «À ta place, je fais exactement la même chose». Je dis ça devant les parents. Je dis: «D'ailleurs, j'ai fait la même chose que toi. Donc je te donne raison, vu de chez toi. Maintenant, vu de tes parents, je te donne moins raison. Parce que tes parents, pour l'instant, tu les as sous la main. Il avait 7 ans de mémoire. Après, il va falloir te débrouiller tout seul. Ils ont été maladroits. Tu sais, quand tu seras parent, tu verras, on est souvent maladroit en tant que parent. Tu leur as dit des choses, ils ont pas entendu, ils ont pas compris. Bah, je dis profites-en. Là, ils entendent, ils comprennent. Donc, et en fait, ça a permis de remettre du lien et de la communication et de dire aux parents, quand votre fils vous dit quelque chose, surtout vous l'écoutez. C'est-à-dire vous renégociez pas la parole et surtout vous changez pas les mots. Parce que quand un atypique, il parle, c'est au mot près. Et plus il est THPI, plus c'est au mot près. Donc il s'agit pas de changer un mot et d'aller l'écouter, d'aller chercher des explicitations. Et très souvent, il y a des atypiques qui ne parlent plus parce que ça sert plus à rien. Comme d'autres vont le faire avec des psys, des professionnels, des médecins, parce que tu te dis, il faut que j'aille le réparer, il a pas tout compris. Ce qui est en général ce qui se passe. Donc ça, c'est normal. Et pour les parents, consultez vos enfants. Ils ont des trucs à vous dire. Mais il faut bien que vous sachiez aussi que un enfant, en particulier pour les THPI, qui est une autre de mes particularités de travail, à 3 ans, il a déjà scanné les parents. 3 ans. À 3 ans, il a scanné les parents, des fois à 2,
et s'est dit putain, ça va être le bordel. Il le dit pas forcément comme ça, mais je vais galérer. C'est-à-dire que l'enfant, je m'adresse aux parents, il vous a déjà scanné très jeune, largement avant 6 ans dont on parle pour le test de QI. S'il était HPI, il vous a scanné depuis l'âge de 2 ans, même peut-être avant. En général, il a un avis averti, il a une cartographie du bien et du mal. Si vous trichez, si vous mentez, si vous avez des vibrations, au mot près, il vous a scanné. Il vous connaît par cœur. Si c'est un garçon, il va un peu plus s'autoriser à vous manipuler qu'une fille, mais le racontez pas de conneries, il vous a déjà scanné, il sait déjà comment vous retourner. Donc, parce que ça fait partie du modèle. Peut-être vous pourriez gagner à parler en transparence, et ça n'exclut pas que vous n'êtes pas parfait, parce que moi je me considère pas être un bon parent, parce qu'un bon parent ça n'existe pas, on fait ce qu'on peut avec nos maladresses ou nos incompréhensions, mais ce qu'il va vouloir c'est plutôt l'honnêteté, de la transparence et de la vérité, parce que déjà quand vous parlez, s'il était HPI, il sait où vous allez aller, il sait ce que vous allez dire, il sait ce que vous n'allez pas dire, il sait pourquoi. Mais ça, être authentique quand on est parent, c'est le b.a.-ba pour un HPI. C'est un enfant qui est tellement lucide en face, qui a des scanners qui sont tellement ouverts, un système empathique qui est tellement à tous les vents, et un cerveau analytique qui est tellement performant que prendre le risque de ne pas être authentique avec lui, c'est en fait s'auto-décrédibiliser instantanément. Plus vous allez Oui. être authentique, et plus il va connecter avec vous. Faut rajouter aussi une autre chose, c'est que je parle toujours pour les atypiques, ils ont une posture de parentalisation. Donc ils vont être parents de leurs parents. Ils vont essayer de sauver la famille. Ils vont essayer de sauver les parents, et puis très souvent il y a un parent qui se comporte pas bien, euh, soit parce qu'il y a des problèmes de pathologie, il y a des problèmes d'aller voir ailleurs, de tromperie ou autre. Donc il est assez fréquent que des parents, pas tout le temps, hein, ce qui est rassurant, mais fréquent quand même, que des parents se comportent avec leurs enfants atypiques comme un enfant avec un adulte. Lequel parent atypique, il y a des travaux sur la parentification au-delà de la parentalisation, mais ça, j'invite, j'ai ma caméra qu'on a marre de travailler. Les gens pourront trouver des choses là-dessus sur la parentification, c'est comment cet enfant, dans la manière dont il scanne le monde, va essayer de sauver le monde parce qu'il se sauve lui, parce qu'il dépend de ce monde, ce que tu disais tout à l'heure, et de son environnement, mais déjà d'un environnement insécure, et doit être très vite devenir adulte avec tous les dommages associés. Évidemment que ça a produit un animal en mode survie, évidemment que ça augmente ses capacités cognitives et ses scans, et de la manière dont il va télécharger le monde, et il va essayer de sauver, y compris quand je parle de parentalisation, parentification, qui sont deux sujets différents, de sauver l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, il y a des filles qui décident de pas avoir d'enfants pour pas reproduire les trucs de merde qui sont pourris, qui sont passés, euh, qui décident 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de rompre la chaîne. C'est Hein, des postures d'adultes. Donc c'est hein. sûr que ça met en question les parents. C'est sûr que ça fragilise les parents. C'est sûr que ce sont des emmerdeurs ou vécus comme tels. Non pas que c'est l'intention. Ça, c'est l'échange qu'on a eu avec Marion Quirk dans l'interview précédente sur l'éducation en France ou en Suède. Ils n'ont pas l'intention de foutre le bordel. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de congruence. Donc, bien sûr que ça vient toucher les parents dans leur partie de parentalisation, mais ça vient toucher les parents dans l'enfant qu'ils ont été, et Hein. possiblement le trauma Voilà. qu'ils ont eu, et aussi les jeux de projection et de miroir plus ou moins déformants. Bien sûr que c'est un gros bordel tout ça. Bien sûr que c'est mieux si on peut se faire aider. Bien sûr que c'est mieux si on clarifie. Bien sûr que c'est mieux si on le fait ensemble. Je te donne un exemple d'une maman qui était venue sur un de mes bilans et qui m'a dit, bah, Fabrice, on a pu travailler avec mes filles. Et par exemple, pour trouver des solutions, et ben, elles ont décidé que dans la période quand elles ont leur règle, un truc aussi qui rajoute du bazar au bazar pour les filles, et ben elles ont décidé que quand elles avaient leurs règles les unes et les autres, elles mettaient, je sais plus, une boule de couleur, et que
elles décidaient ensemble qu'il n'y avait aucun sujet conflictuel quand l'une ou l'autre avait ses règles ou était en période prémenstruelle. Elle dit ça nous a changé la vie. Donc concrètement, quand je dis ça, c'est que c'est pas pour se gargariser avec une étiquette à la con, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais, enfin, aucun intérêt. Sauf pour les gens qui sont pas atypiques parfois. C'est surtout pour trouver des solutions concrètes, pratiques sur comment on peut mieux vivre ensemble, comment on peut mieux vivre ensemble en famille, enfants-parents, comment on peut mieux interagir avec des organisations, des institutions, que ce soit l'école, l'entreprise ou des associations, parce qu'il y a aussi ça dans les associations. C'est trouver des solutions concrètes, mais ça vaudrait pour tout le monde. Enfin, depuis 30 ans que je fais du coaching, on a plein d'outils, comme tu peux avoir, qui peuvent servir pour tout le monde tout le temps. Enfin, c'est pas réductible aux atypiques. Non, Bon, c'est mais il y a pour illustrer que le but, c'est de trouver des solutions pour mieux vivre dans la vie. c'est ça. Mais il y a 2 enjeux dont je propose qu'on parle aussi là. Le premier enjeu, c'est le partage des émotions. Parce qu'on est dans un monde qui est en train de mettre les émotions au cœur de la réflexion et au cœur de la relation humaine, avec l'intelligence émotionnelle et tous les profils qui semblent vouloir se créer autour, les HPE, tout ça. Mais il y a un enjeu au niveau familial sur le partage des émotions. Et on sait que les familles qui sont fortement dysfonctionnelles sont des familles qui ne partagent absolument pas les émotions et qui, au contraire, sont dans des mécanismes qui sont de dissimulation des émotions qui viennent complètement pourrir la relation parentale. Et à l'inverse, le vecteur d'amélioration des relations parents-enfants qu'on peut utiliser, nous, avec les atypiques et les parents, c'est partager les émotions. Parce que si on a bien quelque chose qu'on a en commun, c'est des émotions. Et quand on est atypique, on a probablement, et 99% du temps, des émotions extrêmement intenses. Et donc, parfois, les parents sont gênés par l'intensité de l'émotion de l'enfant. Ah, il est très colérique, il est extrêmement triste. Oui, c'est des émotions qui sont très intenses parce que le fonctionnement cognitif fait que l'émotion est très intense. Mais il faut travailler avec ça, justement. C'est un vecteur de communication qui est fabuleux parce que à la fois, on peut avoir des mots dessus. Notre vocabulaire en termes d'émotions est très, très riche. Et moi, je vous propose de jeter un œil sur une roue des émotions. N'importe quelle version que vous pourrez trouver va vous ouvrir des horizons de communication absolument phénoménaux. Et d'abord, on peut communiquer dessus. Et puis surtout, tout le monde a des émotions. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que l'enfant qui a des émotions et qu'on devrait s'occuper que des émotions de l'enfant. Mais non, les parents ont des émotions en réaction aux émotions de l'enfant, des émotions de façon autonome parce qu'ils vivent aussi des aventures et des difficultés. Et à partir du moment où on va commencer à s'autoriser à parler de ces émotions, d'abord, on va agrandir son vocabulaire parce que peut-être vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas finalement autant de mots que ça pour parler de ce que vous ressentez, hein, en dehors des 5 émotions de base. Mais en plus, vous allez créer des liaisons neuronales et des liaisons émotionnelles empathiques avec votre enfant qui vont vous ouvrir des portes extraordinaires sur la discussion, sur l'échange, sur le partage. Vous allez créer un lien avec votre enfant qui est un lien unique à travers vos émotions. Donc ça, c'est le premier vecteur très important que je rencontre très souvent avec les familles, c'est on ne communique pas assez dans le champ de ses émotions, alors qu'on est tous équipés et qu'on a le vocabulaire à portée de main. Et le deuxième vecteur que je voulais évoquer, c'est aussi le risque de rejet. Parce que parmi les profils atypiques, et je pense qu'on va avoir des discussions sur ça tous les deux, le rejet fait partie d'une blessure très importante et qui marque complètement le comportement du profil atypique, qu'il soit HPI ou qu'il soit les autres profils neurodivergents. Le rejet, c'est peut-être notre plus grosse crainte quand on grandit et même quand on est adulte. C'est-à-dire le rejet, il existe de l'instant où vous naissez au monde. Du moment où vous apparaissez au monde, le rejet est un risque que vous devez combattre, que vous devez affronter. Vous allez le ressentir, on le ressent instantanément. Le rejet du parent,
le rejet de la famille, le rejet de ses congénères dès qu'on met un pied un peu hors du noyau familial. Le rejet, c'est central dans notre construction psychologique. Et pour les jeunes atypiques, moi je travaille beaucoup, sans leur dire forcément, mais je travaille beaucoup sur la perception du rejet et les stratégies qu'on développe pour éviter de ressentir le rejet, des stratégies qui nous sont parfois très néfastes et qui nous épuisent pour éviter le rejet. Et on parlait du faux self, on n'a pas développé le faux self, mais le faux self, c'est ce masque social décrit par Winnicott. On a tous que des masques sociaux, qu'on soit typique ou atypique, mais l'atypique va vouloir réduire ses sensations de décalage par un masque qui correspond en fait à ce que son environnement considère comme étant acceptable. Donc il est tout le temps en adaptation, c'est toute la procédure d'adaptation. Mais moi, je pense que le faux self est complètement surmultiplié par cette peur du rejet qui est à l'intérieur de la suradaptation. Et réfléchir à la peur du rejet, c'est poser le doigt complètement sur toute la mécanique psycho-affective, développementale du jeune. Et si on se pose des questions sur pourquoi est-il épuisé, une des premières réponses qu'on peut essayer de formuler, c'est à quel point a-t-il peur d'être rejeté? A-t-il eu des événements, des épisodes de rejet qui l'ont traumatisé? Le rejet, c'est ces espèces de micro-coupures que vous recevez là. Parfois, vous voyez, prenez des petits coups de rasoir, et c'est des micro-coupures de rejet que vous avez constamment. Et à partir d'un moment, vous en avez tellement que c'est une grosse blessure, en fait, qui est tout le temps en train de vous faire souffrir. Et parfois, le jeune, il a vécu tellement de micro-coupures de rejet qu'il en a fait une grosse blessure. Et c'est ça, en fait, qui l'épuise parce qu'il ne veut plus se sentir rejeté. Et on n'a pas parlé aussi du harcèlement. On a à peine parlé du harcèlement de la part des enseignants ou des adultes, mais le harcèlement des HPI, c'est une réalité. Tous les HPI ne sont pas des victimes de harcèlement, mais c'est quand même très prévalent, c'est très présent chez les jeunes HPI d'avoir vécu au moins un épisode de harcèlement, même léger. Et donc le harcèlement, c'est cette expression du rejet, qui est un rejet, je dirais, au niveau des tripes de la part du harceleur, mais qui installe chez le jeune, installe chez l'enfant atypique la peur du rejet. Et moi, je travaille beaucoup sur cette question-là parce que je pense que c'est un sujet qu'on peut aussi aborder avec les parents et ils n'en ont pas toujours conscience. Et je les aide à prendre, à ouvrir les yeux sur, oui, un épisode de harcèlement, en plus qui a été maltraité, c'est-à-dire pas correctement traité ou pas correctement accompagné pour la résilience du harcèlement chez le jeune, c'est quelque chose qui va rester très fortement ancré et qui va produire des effets négatifs, avoir des ondes sur son développement psycho-affectif. Et les parents qui ont oublié ou qui ont fait comme si finalement, bon, bah, ça y est, c'est passé, ça va mieux, payent aussi un peu les conséquences de cette absence de traitement du rejet. Donc, voilà, deux choses à dire sur les émotions et aussi sur le traitement du rejet, être très au clair avec ça. Et ça fait partie des sujets que moi j'aborde très régulièrement avec les parents.